Bien, chers collègues, bonsoir. Donc, un déplacement de la date du conseil, parce que tout simplement, on a une délibération qu'il fallait qu'on prenne avant le 1er octobre. Donc, c'est ce qui nous a incité à déplacer l'horaire. Donc, je sais que c'est pas commun le mardi soir, mais bon, on n'a pas tellement le choix. En tout cas, je souhaite peut-être la bienvenue à certains d'entre vous dans cette salle du conseil, puisque ce sera le premier conseil officiellement que l'on fera dans cette salle du conseil depuis les élections de mars 2020. En tout cas, en présentiel, avec tout le monde. Puisqu'on a eu déjà des conseils ici, mais en partie mixte, donc avec des gens en visio et d'autres en présentiel. Donc là, aujourd'hui, c'est au complet en présentiel dans cette salle du conseil. Donc bienvenue pour ceux qui n'auraient pas encore bénéficié de cette faveur de participer à un conseil dans cette salle, donc bienvenue à vous. Je vais faire un appel pour vérifier que tout le monde soit bien là. Donc Philippe Prénaud, présent. Cécile Dubourg, Gilbert Thomet, présent. Lucette Brissot, présent. Roland Michalet, présent. Donc Nathalie Garofalo, présent. Nicolas Gris, présent. Stéphanie Ugolini donne pouvoir à Nicolas Gris. Rabéa Collier, présente. Jérôme Chenin donne provisoirement un pouvoir à Gilbert Thomet, il devrait nous rejoindre. Stéphanie Béranger me donne un pouvoir. Karim Amadou, présent. Muriel Baz, présent. Thierry Laure, présent. Madeleine Lambert donne pouvoir à Nathalie Garofalo. Abdoulaye Diane donne pouvoir à Cécile Dubourg. Cécile Beau, oui. David Arias donne pouvoir à Thierry Laure. Hélène Carreau donne pouvoir à Cécile Dubourg. Alors je pense qu'il y a un problème, parce que si on peut encore on a encore deux pouvoirs. Pardon, c'est moi. On n'est pas le premier, on est Ali Duyard, présent. Julie Lopez devrait nous rejoindre. Hervé Chanu, présent. Séverine Cunat. Munoz, mais oui. Munoz, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Nathan Gomez, présent. Bruno Pomerol, présent. Stéphanie Duvernay, présente. Philippe Perret est excusé. Marlène Carton donne pouvoir à Stéphanie Duvernay. Voilà, donc le quorum est atteint, sachant qu'on bénéficie encore du quorum au tiers, donc il n'y a pas de problème. J'ai oublié de vous dire qu'on bénéficie non seulement de la première fois d'un conseil en salle de conseil, mais aussi on pourra profiter des pôles de l'exposition du peintre Timolan André Lévicki. Voilà, donc on a fait un vernissage au début de semaine, enfin c'est fin de semaine dernière, pardon. Je vais vous proposer de rajouter un point à l'ordre du jour, donc qui concerne un appel au service emploi du centre de gestion de l'Isère. Est-ce que vous avez des objections à rajouter ce point? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie, donc on le rajoutera en point numéro 16. Le premier point concerne le compte rendu des décisions, d'approbation du procès verbal du 16 juillet 2021, au cours duquel nous avons donc approuvé le PV du 25 juin 2021. Nous avons fait un compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation. Ensuite, nous avons donc eu la conclusion d'une convention de partenariat d'assistance à la gestion de l'espace naturel sensible du Marais de la Léchère pour la période 2021-2022. Nous avons eu une garantie sollicitée par Altisère Habitat, une deuxième garantie sollicitée par Altisère Habitat, ensuite une modification du règlement intérieur des accueils périscolaires. Au point suivant, la création d'un lieu d'accueil parents-enfants, puis le remboursement des inscriptions annuelles à la MJC pour l'année 2020-2021, la création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité, la fixation des tarifs de la saison culturelle 2021-2022,
Un soutien au projet d'extension de la maison de santé publique professionnelle. Nous avons ensuite entendu les commissions et syndicats et vu quelques questions et informations diverses. Donc, je pense que tout le monde était destinataire de ce PV. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques, donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, va effectivement traiter du compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc quelques décisions qui concernent dans un premier temps sur demande de soutien financier au département de l'Isère pour la réalisation des actions 2020-2021 sur l'espace naturel sensible du Marais de la Léchère. Ensuite, une autre décision concernant l'installation d'un dortoir de type modulaire au sein de l'école maternelle Cassat, et c'était surtout la conclusion d'un contrat de contrôle technique de construction avec la société APAV. Ensuite, un avenant numéro 1 au contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle, donc le spectacle de Joseph Chénide en l'occurrence. Ensuite, la conclusion d'un contrat de vente pour le spectacle d'un autre artiste, il s'agit de Célig. Conclusion d'un contrat de cession de droit de représentation avec le théâtre de l'Odéon. Donc, trois contrats de cession à valider. Ensuite, le programme d'activité de la Maison des Jeunes, c'était la conclusion des contrats de prestation de services avec les différents intervenants, les prestataires. Donc, il y avait nécessité d'avoir donc les contrats de prestation. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur ces différentes décisions? Pas de remarques. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant, je vais laisser la parole à Roland Michalev, qui va traiter donc en urbanisme la rétrocession à la commune de parcelles par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vivalto. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vivalto, situé aux 8 rue de l'Église, nous propose de nous céder pour l'euro symbolique les parcelles cadastrées, sections AP 869, 871 et 872, une surface totale de 167 mètres carrés. Ces parcelles concernent les 9 places de stationnement ainsi que d'autres biens à usage de voies de circulation formant les parties communes de l'ensemble immobilier. Les frais notariés seront pris en charge par le promoteur immobilier. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu le code général des collectivités territoriales, vu l'accord unanime de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 25 juin 2019 portant cession à l'euro symbolique des 9 places de stationnement et autres biens à usage de voie de circulation formant les parties communes de l'ensemble immobilier, je vous propose d'autoriser le maire à signer l'acte de rétrocession. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Pour récupérer ces 9 places de stationnement à usage public. Donc, pour acquérir les parcelles qui ont été évoquées, donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne la création du conseil de quartier, donc de l'approbation du règlement intérieur et de la charte. Je vais laisser la parole à Thierry Laure qui va nous évoquer ce sujet. Oui, donc David Arias n'étant pas là, je fais son représentant. Donc, ce Arias, conseiller délégué à la démocratie locale, expose que la municipalité a la volonté de développer des outils et procédures favorisant la participation et l'implication des citoyens dans la vie démocratique de la collectivité. Il s'agit d'organiser leur participation au débat, à la réflexion collective et à l'élaboration des réponses aux problèmes qui les concernent. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif global de démocratie participative, la commune avait décidé d'instaurer en 2015 des conseils de quartier sur l'ensemble du territoire communal. L'entrée de la nouvelle mandature a été l'occasion de redéfinir les contours et les attendus de ce type d'instance en vue de lui offrir un ancrage territorial pertinent et améliorer son efficacité. Il en ressort un nécessaire redécoupage des secteurs pour aboutir à la création de 4 conseils de quartier au lieu des 6 initialement prévus. La charte votée le 16 octobre dernier a été adaptée en conséquence. Il importe également de pouvoir formaliser dans le cadre d'un règlement les nouvelles dispositions d'organisation et de fonctionnement de ces instances consultatives locales. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, décide de créer 4 conseils de quartier dénommés comme suit. Donc un quartier du Gambeau, le quartier Centre-Bourg, le conseil de quartier de Jamézieux et le conseil de quartier de la Plaine. Est-ce qu'il y a donc je pense que tout le monde a été destinataire de ce projet de règlement. Donc il y a éventuellement des questions ou des remarques à apporter sur ce projet de règlement. Juste à préciser que ce règlement avait été élaboré et échafaudé avec la commission démocratie locale et qu'elle a été présentée à l'ensemble des membres des conseils de quartier le 11 juin dernier. À cette séance au Triolet, donc ça a permis de discuter un petit peu avec les membres et de peaufiner quelques petits points. Donc le règlement a été vraiment réalisé en accord et en concertation avec les membres de chaque conseil de quartier. Voilà, alors juste pour une information, à ce jour, on a sur l'ensemble des conseils de quartier 35 femmes et 15 hommes, et on a une quinzaine de participants dans chaque conseil de quartier. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à apporter des remarques sur ce sujet? Que demain commence la première soirée au conseil de quartier de la Plaine, demain soir à 20h à Marie-Laurencin. D'accord. Alors, en particulier, donc je soumets à votre approbation donc pour décider de créer ces 4 conseils de quartier tels qu'ils ont été cités, d'approuver donc le projet de règlement et d'approuver l'actualisation de la charte et de me charger donc ou les représentants, donc en l'occurrence David Arias, à engager toutes les actions utiles à communiquer, diffuser et faire appliquer le dit règlement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, donc je vais laisser la parole à Cécile qui va nous parler d'admission. Ah, pardon, TE38, TE38, Gilbert. TE38, territoire d'énergie 38, donc concernant les travaux sur la route de Bourgoin, sur le réseau d'éclairage public. C'est exact. Vous me direz pourquoi ne pas tout faire en même temps. Alors tout simplement, c'est la décision pour prendre l'éclairage public qui fait du chemin du Vignon jusqu'au stade. Alors pourquoi on a fait en 2 tranches? Tout simplement pour avoir un maximum de subventions, parce qu'il faut décaler dans le temps. Voilà, on a pu faire tout en même temps. Il s'agit bien de l'achat des lampadaires qui va éclairer le chemin piétonnier tout au long entre le chemin de Vignon et le stade. Et donc le prix de revient prévisionnel de l'opération pour commander les supports d'éclairage public nous reviendrait donc à 13 028 €. Le montant total des financements externes s'élève à 4 808. Donc le fait d'être adhérent au TE38, on a 4 800 € de subventions. Et donc il nous revient donc à un total de 7 755, auquel il faut rajouter la participation au TE38 des frais de dossier, 465 €. Donc ça permettra de commander des lampadaires et d'engager donc les futurs travaux à venir, parce qu'actuellement c'est la Régie des eaux qui fait les travaux. Et ensuite, donc, il y a le TE38 avec Enedis qui fera les travaux d'enfouissement des réseaux électriques. Et enfin, en dernier recours, ça sera les éclairages publics qui seront mis en place. Voilà. Il s'agit de monter cette délibération pour accepter de faire l'éclairage public sur cette tronçon numéro 2, tranche numéro 2, route de Bourgoin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dossier? Des questions? Pas de questions, pas de remarques. Donc, je soumets à votre approbation pour acter ce projet de travaux et la participation aux frais du TE38 et donc d'acter notre contribution donc, qui sera établie à partir du compte final de l'opération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, cette fois-ci, je laisse la parole à Cécile. J'avais trop envie qu'elle en parle, c'est pour ça, c'est un sujet tellement intéressant. Donc, Oui. Les admissions en non-valeur et créances éteintes pour l'exercice 2021. Oui, c'est intéressant en fait quand même. Donc, le trésorier nous demande donc, nous a demandé de mettre au budget donc l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables
On va distinguer deux types de créances. Ce sont des créances qu'on appelle les non-valeurs, c'est-à-dire on va porter au budget les dépenses non honorées, mais on pourra toujours continuer à essayer d'obtenir le remboursement de ces créances si la situation du redevable redevenait meilleure. Et puis aussi, il y a les créances éteintes, où là, on sait qu'on ne récupérera jamais l'argent. D'où deux comptes différents pour ça. Donc, la trésorerie a fait le calcul. Pour les créances en non-valeur, il y a la somme apportée au budget de 19 563,90 €. Et pour les créances éteintes, 5 630 € et 10 centimes. Voilà, ce qui fait un total de 25 000. Voilà. Et voilà, c'est pour préparer la délibération modificative qui va suivre une fois qu'on a pris acte de cette situation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est éteinte. Qu'est-ce qu'on veut dire éteinte? Ça veut dire c'est mort. C'est mort. C'est mort. Mais c'est quoi? C'est des remboursements de quoi? De cantine? C'est des remboursements de quoi? De cantine? Il y a ça, il y a plusieurs sujets. des sociétés, il y a des faillites, il y a plein de choses. D'accord. Décès. Des décès, dû à des décès, oui. Ça, c'est des petites sommes, mais oui. Donc, c'est pas tous les ans 20 000 €. Hein. C'est du retard qui avait été accumulé et qu'on va solder là une bonne fois pour toutes. D'accord. Il y a des personnes qui sont aussi sur des dossiers de surendettement, donc on éteint leur dette à ce moment-là. Donc, voilà, c'est aussi tout ça. Donc, c'est un point qui a été vu en commission des finances, comme le point suivant d'ailleurs. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Je soumets à votre approbation. Donc, pour admettre en valeur et en créance éteinte les montants de 19 533,90 et 5 630,10, et pour inscrire, bien entendu, les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours aux articles et chapitres prévus à cet effet. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je laisse la parole à Cécile qui va prendre le point suivant qui concerne le budget principal de la commune, enfin dans le cas, de toute façon aujourd'hui, c'est plus simple. Et c'est la décision modificative numéro 2. Oui, alors... Donc on a divisé cette décision modificative avec le fonctionnement et avec l'investissement. Donc dans les deux cas, il y a des recettes et des dépenses qui n'ont pas été prévues, dont on va prendre en compte. Au niveau du fonctionnement, il y a eu plusieurs dépenses à rajouter au budget 21 qui n'avaient pas été prévues. Et des recettes aussi, mais qui ne sont pas à la hauteur des dépenses envisagées. Du coup, nous allons devoir prendre une somme de 146 000 € sur les dépenses imprévues, en fait, pour pouvoir équilibrer le budget. La même chose en investissement. Au niveau des dépenses, je vais me servir de ce que on a déjà ça préparé. On a eu donc on a eu la petite recette supplémentaire, c'était sur la taxe d'aménagement. On a eu un bénéfice de 5 224 € qui était dans le bienvenu. Et après, on a eu des besoins en investissement qui n'étaient pas programmés, comme par exemple, ça concerne surtout le scolaire. On a des frais sur des travaux pour l'actimodule, on a le mobilier pour la classe, on a des licences aussi en informatique. Voilà. Et là, il faut qu'on prenne environ 35 000 € sur les dépenses imprévues pour équilibrer. Tout a été vu en détail dans la commission finance. Par contre, si quelqu'un a des questions, vous avez eu un tableau un petit peu indigeste. Sur les amendes de police, pourquoi on met 40 000 en recettes et 40 000 en dépenses? Pardon, j'ai pas compris. Sur les amendes de police, on marque 40 000 en dépenses, mais on met 40 000 en recettes. Ça, c'est une réécriture en fait. C'est quelque chose qui avait été mal imputé
que notre gestionnaire de finances, en grattant un peu les comptes, a repéré, et du coup, ça s'annule. C'est simplement, elle a mis dans les bonnes cases des choses. Ouais, il y a plusieurs écritures dans le tableau qui correspondent à ça, en fait. L'imputation n'était pas bonne, donc on rétablit la bonne imputation, donc finalement ça fait un jeu de recettes et de dépenses. On enlève d'un compte pour remettre sur un autre. Si tu regardes, tu as 40 000 en dépenses et 40 000 en recettes, et tu retrouves ça aussi pour... le trésorier aussi qui a signalé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait corriger. C'est de la correction purement comptable, c'est très technique. Les dépenses vraiment supplémentaires, c'est ce que j'ai dit, c'est l'Actimodule, c'est les 8 000 € pour les licences pro, et puis il y avait aussi les 3 000 € de vidéoprojecteurs et 7 500 € pour le mobilier pour la classe qui a été créée, qui n'était pas budgétée. Pardon. Transport aussi, transport. Et oui, le transport de la cantine aussi. Scolaire aussi. Oui, voilà. Donc ça arrive que parfois les imputations sont faites et suivant le technicien qui travaille sur la manière d'imputer ou les dépenses ou les recettes, ils n'ont pas forcément le même. Donc on peut très bien avoir la trésorerie une année qui nous dit vous imputez ça à tel endroit, puis l'année d'après, c'est quelqu'un d'autre qui va traiter le dossier, il va dire non, ça doit aller plutôt ici. Donc voilà, ça c'est des petits réajustements, mais bon, qui nécessitent parfois effectivement de les inclure dans une DL. D'autres questions? Pas d'autres questions? Eh ben, je vais soumettre à votre approbation. Donc, pour approuver cette décision modificative numéro 2 du budget communal, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Donc là, je vais soucier la parole à Cécile. Donc, on propose au Conseil que les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif PayFip fourni par la Direction des finances publiques. En fait, cette offre de paiement permet aux gens de payer par carte bancaire tout ce qui était hors régie, chose qu'on ne pouvait pas faire actuellement. Tout simplement. Avec la régie, on pouvait déjà payer par carte bancaire, mais là... Je prends tout simplement l'exemple. En régie, par exemple, on a beaucoup de choses qui sont payées en régie, comme la restauration scolaire, comme le périscolaire. Par contre, les loyers, par exemple, des habitants qui utilisent les locaux communaux, donc les loyers aujourd'hui pourront les payer sur le même principe autrement que soit par un chèque, soit par un mandat au trésor public. Donc voilà, il y a toutes ces petites possibilités qu'on offre aussi je crois que c'est aussi pour, on retrouve essentiellement ça aussi qui va fonctionner au niveau du CCAS, donc pour tout ce qui est téléalarme et portage de revenus. Donc c'est une offre supplémentaire, donc par contre ça n'empêchera pas les gens qui veulent continuer à payer de façon dont ils payaient jusqu'à ce jour, de continuer à le faire, bien entendu. Il n'y a pas de caractère obligatoire. C'est une offre supplémentaire de paiement qu'il faut faire aux usagers. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Quel est le coût? Alors, comme toute transaction financière qui passe sur un paiement par carte bancaire, il y a bien entendu une commission qui est comme l'ont les commerçants, les communes et les collectivités territoriales, donc exactement le même. Le chiffre, je crois que c'est du 0,012, peut-être 2 zéros, même, je ne sais plus. En fait, oui, il y a une commission quand même qui fait que la commune va effectivement avoir à monter auprès de cette commission. Les commissions, oui, mais c'est marqué qu'il y a un coût relatif à la création du dispositif. Quel est ce coût? Que les commissions, c'est par transaction. Oui. Pour le mettre en place, il marque qu'il y a un coût. Bon, mais le coût, il est minime, je pense, parce que moi, j'ai pas le souvenir. Je sais pas, il n'est pas écrit. Parler de coût à l'ouverture.
En fait, c'est dans le cadre d'un engagement partenarial qu'on a signé avec la trésorerie il y a quelques mois. Ça faisait partie des axes à mettre en place. Et je me rappelle pas qu'il y a un coût non plus qui était notifié. Non, t'as raison, il y avait Marqué, une entité adhérente aura sa charge des coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail. J'ai pas fait attention, mais j'ai pas le souvenir qu'avec le trésorier, on ait parlé que ça avait un coût pour la commune. Enfin, l'installation de ce dispositif. On vérifiera, on vous rapportera un élément de réponse plus précis la prochaine fois. Il se peut qu'on n'ait pas compris ce que le trésorier nous a dit. Il n'a pas parlé de coûts, je suis sûr. Ça, je pense que voilà, ça c'est bien après. Ça t'aurait énervé, ça. On va regarder tout ça et on vous donnera une précision sur ce sujet. D'autres remarques? Alors, je soumets à votre approbation. Donc, pour approuver la mise en place d'un système de paiement PFIP proposé par la DGFiP et m'autoriser à signer la convention d'adhésion et tout acte ultérieur permettant de mettre en œuvre cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne la taxe locale sur la publicité extérieure, donc un abattement exceptionnel au titre de l'année 2021. C'est le sujet donc, qui fait qu'on est obligé d'avancer ce conseil puisque cette délibération devait être prise avant le 1er octobre. Voilà. Je laisse Alit Guillard nous présenter le sujet. La TLPE, issue de l'article 171 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est une imposition indirecte facultative qui peut être instituée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI, sur le territoire desquels sont situés les supports publicitaires. Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables établis conformément aux articles L. 2333-9-10 et -12 du Code général de collectivité territoriale et dans la limite des tarifs plafonds avant le 1er juillet d'une année pour l'application de l'année suivante. La commune de Tignieu-Gémézieux a instauré cette taxe à compter du 1er janvier 2009 et la dernière actualisation des tarifs a eu lieu le 18 décembre 2020 pour une application au 1er janvier 2021. À l'instar de la disposition exceptionnelle introduite par l'article 16 de l'ordonnance 2020-460 du 23 mars 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie du Covid-19 pour 2020, l'article 22 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 des finances rectificatives pour 2021 donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscaliser à fiscalité propre et à la métropole de Lyon s'ils ont institué la TLPE avant le 1er juillet 2019, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 et 100% applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2021. Le niveau de cet abattement est fixé par une délibération de l'organe délibérant adopté avant le 1er octobre 2021. Il doit s'appliquer de la même manière à l'ensemble des redevables de la taxe. La crise sanitaire actuelle a donné lieu à des difficultés financières importantes pour nombre d'acteurs économiques du territoire. En vue de les soutenir, il est proposé de voter un abattement un pourcentage donc de 10 à 100% sur le montant de la taxe due pour chaque redevable au titre de l'année 2021. Voilà, donc cette possibilité donc, nous a été donnée par le texte du 19 juillet 2021, donc c'était assez récent. La taxe, la TLPE, donc qui était mise en place sur la commune, jusqu'à présent n'était pas vraiment prise en compte. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher quelles sont les raisons aujourd'hui, mais en tout cas, elle n'était pas vraiment mise en place. Donc on a décidé, parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup de communes, on a besoin aussi de faire rentrer des recettes.
Sachant qu'on en a moins de certes à côté, donc il faut aussi qu'on prenne les recettes. Alors, c'est vrai qu'on peut très bien penser que, bon, encore les commerçants qui vont payer des taxes supplémentaires, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils vont payer beaucoup. Donc voilà, se pose la question aujourd'hui pour nous, pour cette année 2021, de savoir si effectivement on peut travailler sur un abattement quand même, compte tenu de la situation compliquée qu'ils ont connue depuis 18 mois, donc effectivement de ne pas imputer le pourcentage total de cette taxe. Voilà. Moi, ce que je proposerais, c'est de voter un abattement de 50%. Par contre, maintenant, aujourd'hui, la discussion est ouverte. Donc, on a proposé un abattement de 50% sur les taxes de 2021. C'est juste, hein. Je pense que c'est juste. Non, Par rapport au Covid. Hein. Pour moi, c'est 100%. Oui, mais bon, il y a eu le Covid cette année aussi. Hein. Ils ont aussi eu des problèmes. C'est un abattement de 100%. Non, un abattement de 100%. Ah oui, voilà, oui, je parle d'un abattement. D'accord. Oui, parce qu'elle a On va le voter, le abattement. D'accord. Vous êtes d'accord. Je me rappelle que tu en avais voté une motion par rapport à l'enseignement. J'avais demandé à ce qu'on fasse la même pour les commerçants. On m'a dit, nous ici, on vote pas des motions, on agit concrètement. Donc c'est le moyen d'agir. Agissons concrètement. Oui, sachant qu'on a quand même agi déjà à côté avec le plan Big Gift. Hein. Qui n'a pas marché. Comme on l'a voulu. Ah, Comme on l'aurait espéré. je préfère que tu arrondisses Il n'a pas là. marché comme on l'aurait espéré. Je dis pas que la faute vient de nous, attention, loin de là. Mais qui n'a pas marché comme on l'aurait espéré. Mais le budget est là. On a fait notre job. Voilà. Attention, j'ai pas dit que le boulot avait été fait. Les commerçants n'ont peut-être pas forcément joué le jeu, on est bien d'accord. Non, voilà. Après, là, voilà, il y a une situation qui explique que aussi on ne peut pas Certains ça en une commerçants seule qui n'ont phrase. pas pu y Mais... bénéficier, de toute façon, ils étaient encore fermés. Comment ? Il y a certains commerçants qui n'ont pas pu en bénéficier pendant un moment. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une situation, un contexte qui fait que la mise en place n'était pas aussi facile que s'il n'y avait pas eu cette crise. Complètement. On est d'accord. Exprimez-vous, hein, parce que Je pense qu'il faut voter, hein, parce que. Excusez-moi, mais ça veut dire l'année dernière, on avait touché combien? Zéro. Zéro. En fait, depuis que la loi est on reste à appliquée, zéro cette année. depuis que la loi est. Alors, c'est pas on reste à zéro. Aujourd'hui, on a notifié tous les commerçants par rapport à leurs enseignes, les préenseignes. Donc, effectivement, ils doivent nous donner donc, un document qui stipule la taille des enseignes. On a voté au mois de décembre, c'est ça? On a voté au mois de décembre les tarifs qui correspondent justement à ces superficies d'enseignes. Donc à partir de là, donc c'est au service de la commune de faire le calcul et de mandater donc, auprès des commerçants. Voilà. Et alors donc on se priverait de combien? Je pense qu'on est autour de 60 000 euros. Il y a des choses à affiner parce qu'on n'a encore pas eu reçu toutes les déclarations. Donc voilà, on est à peu près sur tout ça. Donc de 30 000 entre votre proposition à 50% et la mienne à 100%. C'est ça. La tienne ou la vôtre? C'est moi qui parle. Là, on parle des commerçants, puisqu'il y a aussi tous les enseignes qui sont à l'extérieur, où il y a des sociétés intermédiaires qui posent des enseignes et qui les facturent aux commerçants ou aux diverses sociétés. Est-ce que eux, on va en prendre compte ou pas? À partir du moment où ils ont une enseigne ou une pré-enseigne sur la commune, ils peuvent être taxés. Parce que le long de la rue, par exemple, le long de la route de Crémieux, par exemple, on a des enseignes aujourd'hui, des pré-enseignes, où ils font de la pub de diverses sociétés, aussi bien de Tigno ou d'ailleurs. Ces gens-là, par exemple, les commerçants, ok, on veut bien faire un abattement, mais ces gens-là, parce que eux, en fait, ils les facturent dans tous les cas. Oui, de toute façon, après, ça, c'est des choix faits. On parle pour les commerçants de Tilleux, hein. Bien entendu, l'abattement, il n'est pas. Parce que là, en fait, comme on dit qu'il doit s'appliquer de la même manière à l'ensemble des redevables de la taxe. Et ces gens-là sont aussi redevables de la taxe. Il faut déjà qu'on les recense correctement. C'est déjà un travail. Oui, c'est pas recensé. C'est effectivement quelque chose qui était un peu en désuétude, donc
Aujourd'hui, il faut faire ce recensement. Le règlement de publicité, il est aussi à reconstruire complètement pour resituer le zonage. Donc aujourd'hui, on peut dire que comme le règlement est caduc depuis très peu de temps, donc du coup, il faut relancer ce règlement, sachant que le règlement de zonage, il va permettre aussi de resserrer la potentialité de publicité sur le territoire. Aujourd'hui, n'importe qui mettant une enseigne quelque part, j'ai plus de pouvoir de police pour l'en empêcher. Donc j'en réfère au préfet, pour que ce soit le préfet qui, à ce moment-là, fasse la démarche de faire enlever la publicité qui serait dite, entre parenthèses, sauvage. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut faire ce recensement, il faut construire le règlement de publicité pour remettre un zonage qui soit vraiment un zonage qui évite la pollution visuelle de tous ces panneaux publicitaires. Donc voilà, le travail est en cours. Hein, mais aujourd'hui, on a cette question de savoir est-ce que cette taxe, l'abattement, de quel ordre on le propose. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que on a beaucoup d'entreprises qui ont des petites enseignes et qui du coup ont des petits montants, et que les entreprises qui sont essentiellement impactées par cette taxe sur des gros budgets, ça va être Gédimat, Monsieur Bricolage et Leclerc, qui sont des magasins qui sont restés ouverts pendant toute la période de crise. Bah, vous irez dire à Monsieur Pilon, vous lui demanderez combien il a perdu de chiffre d'affaires au mois d'août. Vous serez bien reçu. Oui, enfin, au mois d'août, il était ouvert, c'était une autre problématique. Même. Oui. Je suis pas sûr que le mois d'août attribue, même si c'est une perte, que ça soit le mois le plus compliqué, et je préfère m'évertuer à rendre dynamique la zone que entre guillemets, je suis d'accord qu'il y a une perte au mois d'août. Après, on parle de 50%, faire du 100%, je sais bien que c'est le temps des promesses, c'est le temps des chèques en ce moment, mais je suis pas sûr que la commune, elle peut, à un moment, c'est quelque chose qu'on n'a pas appliqué depuis des années, pour plein de raisons. On veut l'appliquer en 2021, il y a une crise sanitaire, on prend en compte la crise sanitaire, on fait un geste qui est non négligeable, parce que 50%, je pense pas qu'on puisse avoir 50% de réduction d'impôt sur le revenu. Bah, nous, on fait le geste de ne pas percevoir ce montant-là, 100%, ça veut dire qu'en fait, on prend en compte rien. Parce que c'est vraiment aussi un geste à faire. Zéro. Mais jusqu'à maintenant, ils ne payaient rien, vous prenez le parti de les faire payer en année Covid, quoi. Ouais. Bah non, l'image, elle est super forte. On prend le parti de faire payer la moitié de l'année, puisque ça représente... Oui, mais jusqu'à maintenant, ils ne payaient rien. Même si on parle de 50... Lui, le commerçant, ce qu'il va avoir, c'est pas l'abattement de 50%, c'est qu'il va payer quelque chose qu'il ne payait pas jusqu'à maintenant. En année Covid. Moi, c'est pas le message que je veux qu'on envoie à nos commerçants. Hein. C'est clairement pas le bon message. Parce que là, on parle d'un abattement de 50%, mais le commerçant, c'est pas un abattement de 50%, c'est une augmentation de 50% qu'il va prendre. Parce qu'il payait zéro jusqu'à maintenant. Nathan, même si ça peut paraître surprenant, les commerçants, et notamment Leclerc, n'est pas spécialement contre payer cette taxe. D'accord ? Ils demandent surtout à ce qu'on la décale ou ce qu'on la réduise. Parce qu'elle n'a pas été payée pendant 10 ans. Donc chacun, en étant honnête, admet qu'effectivement, il n'y a pas eu cette sortie des comptes de cette taxe qui doit représenter quelques milliers d'euros, une dizaine de milliers d'euros pour l'hypermarché Leclerc, d'accord ? Sur un chiffre d'affaires de 80 millions. Donc, dans le fond, ils savent très bien qu'une enseigne, il y a une redevance dessus. On n'est pas en train de dire, et moi je suis bien placé pour le savoir, je suis pas en train de dire que on doit, par dogme, dire qu'on ne doit pas facturer, mais il faut vraiment qu'on explique pourquoi on le fait. Est-ce qu'on va à 100% ou est-ce qu'on s'arrête à 50%, mais en prenant aussi ce que disent les personnes concernées. Donc voilà, on peut. Alors je sais pas si on peut inclure un décalage de la facturation sur l'exercice prochain, non ? C'est très bien. Non, on peut pas. Voilà, ça aurait été aussi une aide possible. C'est la perception qui établit la vitière à payer. Oui, de toute façon, après, oui, bien sûr, c'est un abattement comme toute autre taxe à payer. La facturation a lieu quand ? En début d'année ? Comment ? La facturation, c'est envoyé quand en début d'année ? Ah ben là, ça serait envoyé à la fin de l'année. Avant la fin d'année. Oui, sur l'exercice 2021 en fait. Et qui est payé en une fois.
ne peut pas avoir totalement. Alors après ça va dépendre de chaque personne qui peut s'adresser au percepteur pour lui demander éventuellement une facilité tellement. Mais bon, je veux dire, autant ça peut se concevoir pour un petit commerçant, autant pour des grosses enseignes, ça n'a pas de sens. Il est très peu plaisant de demander un impôt supplémentaire à des commerçants ou quoi que ce soit. Si on le fait, c'est parce que budgétairement, pour le bon fonctionnement de la commune, on a besoin d'avoir des recettes supplémentaires. On travaille évidemment aussi sur des réductions de dépenses. On ne se contente pas de faire filer, mais il faut vraiment qu'on joue sur les deux tableaux. Donc c'est pour ça qu'on prend cette décision qui va être un petit peu impopulaire. Tant pis, je vous laisse le luxe de dire que vous allez être contre et que vous auriez fait un abattement à 100%. C'est le jeu. C'est pas très très grave. Ouais. On peut, sans vouloir jouer les Salomon, mais si on le présente à l'envers, c'est-à-dire si on présentait en disant que cette année on ne facturera que non pas un abattement, mais par exemple 25, parce que moi 0 ça me semble un vrai problème, mais qu'on facturera que 25% de la taxe en 2021, et puis le reste, les 100% ça sera pour l'année d'après, s'il n'y a pas de Covid, parce que rien ne dit que demain il y aura pas de crise sanitaire. Mais bon, voilà, donc moi je pense que c'est important je pense pas surtout de grosses enseignes parce que c'est eux que ça touche, qu'ils se rendent compte qu'il y a un processus qui est lancé. Donc là, si on peut faire un geste, voilà, moi je proposerais entre les deux, c'est-à-dire entre 100 et 50 et 75, et puis on le présente à l'envers, c'est-à-dire que en fait, la taxe est bien instituée, ils comprennent ça, et cette année, on ne facture que 25%. Et l'année après, elle sera... alors, mécaniquement, on va faire un dégrèvement, parce que ça, c'est obligatoire. Mais sur la présentation, je pense que c'est différent. C'est-à-dire que on insiste sur... On l'a créé, c'est définitif. Et après, cette année, il y a un effet Covid, on prend 25. L'année prochaine, on prend 100. Il y a un effet Covid et on prend que 50. C'est la discussion, quoi, voilà. Salomon, il est déjà passé. Je me bats un petit peu pour mes recettes parce que, voilà, je veux avoir des recettes. Il nous faut des recettes. Ah, mais moi, ce qui me pose c'est ça l'histoire. Non, mais ce qui me pose question, je vois pas comment on peut envisager l'euro. Ça fait 10 ans qu'on fait 0. Ça dérangeait pas pendant 10 ans? Non, à l'époque, non. Et maintenant, oui. C'est incroyable. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Peut-être. Il faut quand même souligner que ça a été mis en place quand même l'année dernière. Les commerçants ont répondu ou n'ont pas répondu, mais ça avait été mis en place. Il y a eu le Covid, c'est différent. Il était au courant. Alors, donc, d'autres interventions? Moi, je vais prendre tout simplement les 3 propositions qui sont faites. C'est-à-dire que les 3 propositions qui ont été faites, donc un abattement de 100%, qui équivaut donc à une réduction de 100%, un abattement de 50%, ce qui équivaut à une réduction de 50%, et puis un abattement de 75%, ce qui équivaut donc à un paiement de 25% de la taxe. Voilà. Donc on va noter ces 3 choses-là, puis on prendra celui qui portera la majorité. Alors, donc, on va commencer par les 100% pour un abattement de 100%, c'est-à-dire demander rien au commerçant. Donc, une voix. Pour les 50%, donc un abattement de moitié. Pas compter, si je dis 25%, donc 75% d'abattement, c'est un plus simple comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Pour faire un vote formel, et que tout le monde puisse s'exprimer sur la proposition qui va avoir la majorité. Ah oui. Parce que oui, là vous avez fait un peu, mais il va falloir que sur le choix majoritaire, les autres puissent aussi se prononcer, est-ce qu'ils s'abstiennent ou sont. J'ai compris. Donc sur la position 50, qui est la majoritaire, avoir l'ensemble
Donc là, on va voter effectivement la délibération donc, qui met en place cet abattement de 50%, c'est le choix qui a été fait par le conseil municipal, la majorité du conseil municipal. Donc là, effectivement, on va voter cette fois-ci donc, les différentes positions par rapport à cet abattement de 50%. Alors, donc, pour adopter un abattement exceptionnel de 50% applicable au montant de la TFPE due par chaque redevable aux années 2021, vous voyez bien, donc 50%, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Ah oui. 5 abstentions. Non, il y en a plus. 6. Non, il y a 7 abstentions. Relevez la main. Il y a plus que 7, 8. Et non, il y a forcément Les pouvoirs, parce qu'on ne peut pas. 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? Les pouvoirs. Et les pouvoirs, il y a un pouvoir chez eux, c'est ça. Oui, c'est 8 puissants. C'est 8 puissants. Alors, donc, on va prendre les éléments pour être sûr que. Parce qu'on va avoir les noms, ouais. Alors, donc, on a qui a Julie Lopez qui n'avait pas de pouvoir. Philippe Prénom n'avait pas de pouvoir. Karim n'avait pas de pouvoir. Ensuite, Muriel n'avait pas de pouvoir non plus. Philippe, pas de pouvoir. Donc ensuite, on passe Madame Munoz n'avait pas de pouvoir. Monsieur Bonnet n'avait pas de pouvoir. Monsieur Pomerol avait voté. Oui, abstention. Et donc, oui, je suis à 75. Madame Duvernay a un pouvoir par contre. 25. C'est ça. C'est 8 puissants alors. Non, 2. Non, mais pourquoi plus 2? Parce qu'il y a 2 pouvoirs. Non, il n'y a qu'un seul pouvoir. Un seul pouvoir. C'était parce que. C'était ça, ouais, c'était de Marlène. Ça fait plus. Ne me plantez pas avec vous. Ouais, personne ne le sait. C'est bon, vous avez bien. oui, c'est bon. Alors, le point suivant, il y aura plusieurs points concernant donc, les ressources humaines. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Prénom. Oui. Il va traiter les différents dossiers qu'il y a eu. Pour certains, c'est des suites de tout ce qu'on avait vu, donc c'est assez vite. Donc, c'est juste un peu nouvelle. Alors, donc, pour le premier, donc, la délibération numéro 10, si vous avez lu, c'est donc la création de 2 postes à temps complet, alors on en supprime 2. Hein. Donc, vous voyez, c'est simplement les modifications qui sont liées au travail, au statut dans la catégorie C. Donc, ça, c'est simplement un jeu de. Alors, je ne pas le mot de jeu, hein, c'est simplement une écriture qui permet de mettre les gens sur le bon poste. Donc, ça, c'est la modification numéro 10. Hein. Là-dessus, est-ce que vous avez des commentaires, des questions à poser? Je ne sais pas si ça vous vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. La 11, c'est un petit peu différent. La 11, c'est quelque chose qui est habituel, hein, c'est le recrutement des animateurs et des directeurs pour nos activités. Donc il s'agit là de faire des contrats d'engagement éducatif. Simplement, juste pour préciser, un contrat d'engagement éducatif, ce n'est pas un contrat de la fonction territoriale habituelle. J'allais dire, c'est une sorte de contrat dérogatoire ou particulier qui a été mis en place pour que les collectivités puissent effectivement recruter des animateurs et des directeurs. Donc, on précise donc que ça fait partie, dans le droit de la délibération, on fait bien des contrats d'engagement éducatif. Ça a comme conséquence le salaire des éducateurs et des directeurs qui sont normés. Hein, donc là-dessus, on est dans la strate normale. Et on crée, pour l'instant, donc on a prévu de créer 13 emplois d'animateurs BAFA. Donc ça veut dire qu'ils soient rémunérés, bien entendu, qu'ils soient diplômés ou en cours de diplôme. Et puis la rémunération qui est afférente, c'est donc 85 € par journée et 25 € par nuitée. Et puis 2 postes de directeurs qui doivent avoir le BAFA, le BAFD, et donc qui sont rémunérés eux à 110 € la journée ou 30 € le nuitée. Voilà. Et donc normalement, avec cette délibération, on doit pouvoir tourner sur notre année scolaire pour les vacances scolaires.
Est-ce que vous avez des questions particulières? J'en profite pour vous dire, si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour travailler, dites-leur, parce que actuellement, toutes les collectivités ont de grosses difficultés pour pouvoir trouver des animateurs. L'explication, on l'a pas, mais on peut imaginer que le Covid ayant fait qu'il y ait des sessions de BAFA, beaucoup de sessions de BAFA, qui ne se sont pas effectuées l'année dernière, il y a tout un millier de jeunes qui n'ont pas pu mettre le pied dans l'étrier. Donc il y a un retard, et donc voilà. Pour l'instant, Camille a pu tourner, mais c'est aussi dur chez nous. Ah oui, il faut faire voter. Voilà. Est-ce que vous êtes... Pardon, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette délibération, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, on avait parlé, c'est un contrat d'apprentissage, donc on s'était mis en disposition de pouvoir accueillir des contrats d'apprentissage. On en accueille régulièrement d'ailleurs dans la mairie. Et donc là, il s'agit d'un contrat d'apprentissage au service communication. Donc ça a comme conséquence obligatoire, hein, vous savez que lorsqu'il y a un contrat d'apprentissage, il faut un maître d'apprentissage, donc il faut désigner un tuteur, il faudra que les services désignent un tuteur dans la commune qui sera le tuteur qui accompagnera, le tuteur ou la tutrice qui accompagnera la stagiaire, et cette personne aura une bonification initiale de 20 points. Et puis, bien sûr, la collectivité payera les coûts pédagogiques au CNFPT à hauteur de 10 200 € pour l'année. Voilà, ça c'est la part qui nous incombe lorsque on fait un contrat d'apprentissage. Et donc, c'est un contrat d'apprentissage qui s'effectue pour une année. C'est marqué 2 ans. Il est 200 ans. D'accord. C'est un contrat de 2 ans. Ok, bah voilà. Donc, est-ce que vous avez là-dessus des questions particulières? Donc, on est d'accord pour qu'on crée ce contrat d'apprentissage. Master manager communication. C'est marqué. Voilà. Est-ce que s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, il s'agit de création de postes non permanents pour un accroissement temporaire d'activité. Et là, ce sont 2 agents contractuels qui sont au centre technique municipal. Et donc, c'est une délibération qui a pour effet de permettre aussi à ces 2 agents qui sont déjà en poste. Donc, c'est pas une création ex nihilo, c'est la poursuite de leur emploi. Et ça va leur permettre d'arriver tranquillement dans l'année à une retraite bien méritée. Donc voilà, c'est simplement la poursuite de ce qui existe, et il faut formellement avoir le poste de support pour que les gens puissent être payés. Et donc ils pourront d'abord avoir la retraite pendant l'année. Donc il y en a un qui fera, je crois, 6 mois, voilà, et l'autre qui fera pratiquement voilà. Donc si vous êtes d'accord, il faut donc bien sûr le voter pour qu'on puisse mettre les crédits correspondants sur les exercices au niveau budgétaire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Il y a des gens contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Et alors, est-ce que c'est oui, le 14, qui n'a rien à voir avec les postes, mais qui a à voir effectivement en termes de RH avec les avantages que peuvent avoir les avantages que peuvent avoir nos salariés dans la commune. Il s'agit là des titres restaurants que l'on pratique là depuis dans nos communes depuis longtemps. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un appel d'offres qui a été fait au niveau départemental, qui permet effectivement donc d'avoir pour l'ensemble des communes adhérentes un seul fournisseur. Vous avez en référence les 2 prestataires retenus à l'issue de la consultation du centre de gestion, Sodexo pour les chèques papier et Edenred pour les chèques dématérialisés. Donc il faut qu'on décide d'adhérer à ce contrat pour que nos salariés puissent en bénéficier. On rappelle le titre de valeur faciale du titre restaurant que l'on a dans la commune, qui est à hauteur de 7 € et la participation de la commune sur ces 7 € qui est de 68% de la valeur faciale du titre. Voilà.
Donc si on adopte cette délibération, pour nos salariés, la seule différence, ce sera simplement que les supports ne seront pas les mêmes, mais ça ne leur changera rien dans leur quotidien. Voilà. J'ai une question. En fait, parce que là, on a le choix en fait entre deux prestataires, c'est ça? Enfin, j'ai pas compris les deux ont été retenus par la résolution. Et comment on choisit l'un ou l'autre? On choisir, c'est ça. Je pense que c'est les agents. C'est les agents. C'est le papier, parce que ça va être carte. Papier ou des notes? Oui, c'est pour ça que je posais la question, c'est pour savoir si c'était carte ou papier qu'on allait choisir. Le papier. D'accord. C'est un choix de vous. Après, on peut avoir la possibilité de travailler aussi l'autre aspect. Hein. Non, mais après, on a cette possibilité aussi de. Je ne vais pas faire une tirade sur la tirade de la carte dématérialisée, puisque personnellement, la possibilité de l'avoir eue, j'étais très réticent. Et je dis juste que ça a certains avantages qu'on ignore, en fait. Notamment, modulo que des tickets à 7 €, quand on met 2 tickets, ça fait 14 €, mais on peut très bien monter le montant à 19 € avec la carte. En fait, on choisit le montant qu'on veut dépenser. Et du coup, ça donne plus de souplesse aux personnes qui l'utilisent. Faut pas y marquer une contrainte, en fait. Mais moi, c'est comme ça. Non, mais moi, je l'ai aperçu comme ça. Ça m'a donné plus de souplesse dans l'utilisation. Pour l'instant, je donne juste l'explication. On a cette possibilité-là. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est obligatoire? Et là, on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est une souplesse qui peut être permise individuellement à chaque agent? Parce que pour l'instant, je ne crois pas. Ou si c'est simplement que la collectivité peut basculer sur un système dématérialisé, ce qui veut dire que les agents doivent être d'accord. Voilà. Parce que ça peut avoir d'autres conséquences pour les gens. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, on adhère à ça. Ce qu'on propose, c'est d'adhérer à ça. On sait qu'on a les deux fers au feu potentiels. Pour que ça ne change pas, pour l'instant, on est toujours sur les tickets papier. Après, on va voir avec le délégué du personnel si le vœu de nos agents est de passer au dématérialisé. Mais pour l'instant, je suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est bien de signaler la convention, de bénéficier de nos titres, qu'ils bénéficient, parce que nous on n'en bénéficie pas, qu'ils bénéficient de leur titre de ticket restaurant sans qu'il y ait d'interruption. Et puis en même temps, on regardera, puisqu'on aura les deux possibilités sur 4 ans. Hein, puisque la convention est sur 4 ans. D'autres interventions. Je mets ça au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre l'adhésion au cadre de fourniture des titres restaurants du centre de gestion? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne le remboursement des inscriptions annuelles à la MJC 2020-2021. Du coup, toujours la même histoire, hein. Le Covid a impacté le fonctionnement de la MJC. Aucune activité n'a pu se dérouler correctement du 2 novembre 2020 au 9 juin 2021. À l'annonce du deuxième confinement, on avait envisagé de rembourser les usagers, donc soit en passant par un avoir pour l'année suivante, soit en proposant un remboursement direct. Donc voilà, il y a des familles qui se sont manifestées pour avoir un remboursement direct, et le total des 6 usagers et le total des remboursements à destination de ces 6 usagers représente une somme de 1 675 €. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des votes, des questions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer au point supplémentaire, donc, qui est effectivement l'appel au service emploi du centre de gestion de l'hiver. Voilà, donc au service emploi du centre de gestion de l'hiver, il y a des collègues qui sont titulaires de la fonction territoriale et qui peuvent permettre de remplacer des collègues qui sont absents. Jusqu'à maintenant, on a toujours essayé de faire en sorte de trouver localement des remplacements. Il y a quand même quelques fonctions qui sont un peu spécifiques et qui sont pas faciles à remplacer quand ça arrive. Donc il nous semblerait de bonne intelligence d'adhérer au service emploi du centre de gestion, sachant que l'adhésion ne coûte rien. C'est simplement lorsque on aurait
un ou une collègue qui viendrait en remplacement, eh bien sûr, on payerait le coût salarial, c'est normal, c'est la moindre des choses, mais on payerait 8% du montant au centre de gestion en tant que frais de gestion. En fait, le système, il est, si on l'utilise, eh ben, on paye 8%, si on l'utilise pas, on paye rien. Voilà. Donc, mais par contre, il me semble que c'est intéressant pour certaines fonctions assez précises. Dont on a besoin et qu'on ne peut pas trouver comme ça un remplacement facile. Aujourd'hui, il faut faire effectivement avoir cette possibilité de faire appel au centre de gestion pour du remplacement. La seule contrainte qu'on risque de rencontrer aujourd'hui, c'est que le centre de gestion est un petit peu comme certaines communes, c'est-à-dire en déficit de personnel et surtout de personnel expert. Et ça, c'est souvent, quand on fait appel au centre de gestion, c'est justement parce qu'on a un manque d'expertise au sein de la collectivité, et donc ce manque d'expertise, on en a besoin, et donc du coup, on risque de rencontrer cette difficulté, c'est-à-dire que demander en tout cas de l'expertise en remplacement, ça risque toujours d'être compliqué. J'espère que je me trompe, mais vu les éléments qu'on entend ces temps-ci dans le centre de gestion, c'est un petit peu ce qui se passe. Voilà. Sur la non-expertise, on risque de pouvoir avoir quelque chose, en sachant aussi que le centre, la communauté de communes des Bâtons du Dauphiné donc, a fait un recrutement d'un agent donc, de catégorie B, qui a un statut entre guillemets de secrétaire de mairie. Donc, pour faire des remplacements auprès des communes, voilà, donc sachant qu'une commune comme la nôtre ne sera peut-être pas forcément prioritaire parce qu'il y a des priorités qui vont être mises sur justement ces expertises, à savoir les payes, il faut absolument que les agents soient payés, tout ce qui va être budget, tout ce qui va être urbanisme. Donc du coup, il faut que cet agent il aille aussi en direction des communes qui n'ont pas forcément des services qui sont capables de pallier à cette absence. Donc voilà, aujourd'hui on peut très bien, nous, en tant que commune, se retrouver effectivement avec un manque d'expertise et j'espère que, je dis bien, j'espère que je me trompe, mais je pense que ça va être difficile pour, même venant du centre de gestion, d'avoir des remplacements en expertise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette adhésion? Je répète qu'il n'engage des financements que si l'on fonctionne. Pas de questions, je passe au vote. Oui, vas-y. C'est un financement, si on fait une consultation, c'est payant ou c'est si jamais ça aboutit à quelque chose? Non, c'est si on embauche quelqu'un. Si tu embauches quelqu'un, on va être amené à payer son salaire et on payera 8% du montant salarial qu'on payera au centre de gestion. Attention, c'est pas une embauche, c'est vraiment un service de remplacement. Oui. Je voulais savoir si, ne serait-ce que la consultation déjà était payante. Non. On interroge, on fait une demande auprès du centre de gestion sur effectivement un service de remplacement, une possibilité de remplacement sur telle modalité, avec telle expertise ou pas. Voilà. Et eux, après, en fonction des agents qu'ils ont à leur disposition, qui ne sont pas déjà effectivement en remplacement dans d'autres collectivités, parce qu'ils proposent effectivement quelqu'un. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Normalement, non. Ok, pas de problème. Mais c'est ce qu'on appelle la mobilité du centre de gestion et j'ai à faire actuellement. D'accord, voilà. Mobilité du centre de gestion. Merci. D'accord. C'est un service qui est plutôt amené à être sur des remplacements de très courte durée ou sur des remplacements sur des longues maladies pour tout? En fait, c'est à la demande de la commune, donc effectivement, qui va mettre le format de ce qu'elle veut. Si elle sait qu'elle a un agent, surtout en expertise, qui est absent pendant une longue durée, effectivement, ce sera sur le temps de la durée de l'absence de l'agent. C'est toujours pareil, c'est l'histoire aussi de l'offre et la demande. Il faut que la demande de la collectivité corresponde aussi à la possibilité des agences qui sont disponibles. Pour l'instant, on est sur du théorique.
Après, je pense que, enfin, je suis pas au centre de gestion, mais c'est quand même du cas par cas, hein, me semble-t-il. C'est imaginable sur, par exemple, des remplacements de mise à disposition ou des choses comme ça, ou du coup, c'est des postes qui peuvent être clés, qui peuvent manquer pendant le temps de la campagne. Je ne pense pas que l'objectif, ça soit de faire en sorte que ce que pourrait faire la commune en termes de remplacement, disons, de moyenne durée, c'est pas ça l'objectif, c'est de dépanner les communes. C'est pas par exemple si quelqu'un qui serait détaché, je dis n'importe quoi, qui serait détaché à la communauté de communes et on demanderait au centre de gestion de nous le remplacer provisoirement, ça aurait un sens que si c'est provisoire. Si c'est pour remplacer la personne qui est détachée pendant 2 ans, on va sans doute nous dire débrouillez-vous par vous-même pour trouver le remplaçant, parce que. Mais je pense que c'est au cas par cas. Je suis pas dans le. C'est en fonction des personnes disponibles dans le centre de gestion, de leur mobilité, de leur lieu d'activité, de leur lieu d'habitation, parce que je sais pas la même chose si tu demandes si la personne habite au Nord-Isère et que ce soit un poste à Grenoble, etc., etc. Donc il y a tout ça qui doit se travailler. Et puis après, ça se conclut. Si ça se conclut, on paye. Si ça se conclut pas, on paye pas. Ok. Donc on en revient au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce principe? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, nous allons donc passer et écouter les commissions des syndicats. Alors, qui se lance? Moi. Juste pour info, alors à ce jour, nous assurons le partage de repas pour 23 personnes tous les jours. Nous avons 104 abonnés à la aux téléalarmes. Le centre de Pont-de-Chéry pour la vaccination à l'espace Pontois est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h, le mercredi de 15h à 19h, et il a été ouvert le dimanche matin à partir du 12 septembre jusqu'au 26 septembre. Donc maintenant, il sera fermé le dimanche. Et alors, il a été ouvert le 11 mai 2021, plus une journée éphémère le 20 avril. Donc, à ce jour, c'est pas à ce jour-là, c'est au 15 septembre. Donc, il y a eu 16 099 personnes qui ont eu la première injection, 12 812 personnes qui ont eu 2 injections et 266 personnes qui ont eu 3 injections. Ça fait un total de 29 177 personnes qui ont été vaccinées. Donc, confondu, il n'y a pas que Tillieu et Pont-Chéry, hein. Il y a aussi des gens qui venaient de Lyon. Ça, j'ai pas pu savoir, mais je pourrais savoir la prochaine fois combien de gens sur Tillieu. Et pour continuer dans le social, donc on continue d'appeler toutes les personnes âgées le mardi matin. Et donc, toujours aussi contentes, on les appelle et elles attendent notre coup de téléphone avec impatience. Voilà, j'ai fini. Merci. D'autres? Des commissions, syndicats? Philippe? Il y a le SICTOM, donc le SICTOM, c'est le syndicat des ordures ménagères de Nord-Estelle qui va être notre nouveau prestataire à partir du 1er janvier. Donc il y a un travail qui a été fait pour ce qu'on appelle les regroupements dans les quartiers où les poubelles sont les poubelles d'ordures ménagères, je parle. Les habitations simples, vont être regroupées. Voilà, il y a une obligation aujourd'hui de les regrouper, c'est la règle. Les camions n'ont plus le droit de faire des manœuvres, entre guillemets, pour la protection des usagers, mais aussi des employés. Donc il y a un travail qui va être fait. Je crois qu'il y a 13 points, je me souviens, de Sortigneux, où ils sont des points noirs, on appelle ça des points noirs, voilà. Donc c'est en cours, là, ça va se faire. Il y aura un traçage, un marquage au sol dans les quartiers où ça sera une obligation. Donc il y aura une tolérance au début, mais après il faudra ramener par contre les poubelles dans ce point de ramassage, qui est souvent l'entrée des lotissements. Voilà, il y a des fois 30, 40, 50 mètres à faire, quoi. Quelle est la distance maximale justement à faire pour porter ça? Je ne sais pas la distance maximale, mais je peux te la donner. Moi, pour les ermites, ça m'inquiète si monsieur le dernier au fond est obligé de remonter jusqu'au chemin du bois de Veste à poubelle, ça lui fait quand même
350 mètres, 400 mètres. Il doit pas être dedans. Non, il n'y est pas. Non, Et puis en plus, non, Le il camion, il recule pas. Il vient pas, il vient en reculant pas. ils n'ont plus le droit de faire des marches. Ouais, le problème, c'est qu'actuellement, il vient en reculant, donc on est concerné. Après, moi, je suis pas chef de service. Non, mais les derniers qui habitent au bout, il est obligé de faire 400 mètres pour emmener sa poubelle. C'est un point à vraiment étudier parce que, pour connaître bien les problématiques de sécurité, l'ermite, ça pourra pas être traité. Quand on était chez Bonne, c'était une banette, un camion banette. Il y a des points particuliers. Est-ce qu'ils ont des petits camions banettes, je sais que Tom? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est un point de construction. On va revoir Gilbert avec le délégué du SICTOM si le problématique du chemin de Garnier a été pris en compte. Demain après. C'est la fin du chemin. Entre le bois de baie et puis. J'irai voir les habitants. Ouais. Je me ferai vite. On a eu un petit incident technique, mais c'est une borne d'incendie qui a été bousculée par un véhicule, évidemment. Hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, un petit appel du soir. Une borne d'incendie, donc vous imaginez que ça coule, hein, une borne d'incendie, ça coule. Hein, ça surprend toujours les gens. Sauf qu'on n'avait aucun élément, et aujourd'hui, la police municipale, cette semaine, ils ont enquêté. Ils ont trouvé le propriétaire du véhicule et un constat a été réalisé. Bon, le propriétaire souhaitait payer la borne d'incendie. Moi, je pense que vu le prix, je sais pas si à mon avis, il ne doit pas connaître les prix parce que c'est horriblement cher. C'est quasiment 4 000 €. La borne, que la borne. Hein. Oui, vous la savez. Pas le système. Pour remettre la borne en service, c'est un peu près 4 000 €. Je pense que c'est plus. Bon, ça, on a été, vous avez vu aussi un beau chapiteau aussi. C'était les gens du voyage, contrairement à tout ce qu'on croit. C'est pas des artisans. Hein. Enfin, c'est des artisans, mais c'est les gens du voyage. Alors ils se servent, c'est comme les caravanes, ils se servent à la source, que ce soit l'eau, l'électricité. Donc j'ai demandé donc à Enedis d'intervenir. Et tant alors c'est ça qui est ambigu, c'est que tant qu'il n'y a pas de plainte du propriétaire du support, donc du terrain, ils ne peuvent pas intervenir. Donc ils ne peuvent intervenir que sur l'ordre du maire si c'est dangereux, comme si le maire ne peut pas décider si c'est dangereux ou pas. Et en fait, ils se servent directement pour l'électricité. Alors c'est la borne qui est à côté du garage, là-bas, directement. Moi, j'ai dit c'est pas très honnête vis-à-vis des commerçants, des autres, enfin des classiques. Et puis, en fait, on peut rien faire. C'est ça qui est terrible. On est face à une problématique que je suis monté à Paris l'autre jour, j'en ai reparlé de ça. Et en fait, personne ne peut rien faire. Voilà, c'est. Je peux peut-être redonner un petit peu les éléments de procédure dans ces cas-là, parce qu'il y a deux cas. C'est l'installation effectivement de gens du voyage sur un terrain public. Et installation des gens du voyage sur un terrain privé. Ouais. Donc sur un terrain public, c'est assez simple. Le maire, effectivement, le stade, signale cette occupation illégale. Par contre, aujourd'hui, la réponse de la préfecture, elle est très claire. Et les gens du voyage qui s'installent connaissent très bien la situation. C'est qu'à savoir que comme on est sur le balcon du Dauphiné, qu'on n'a pas d'aire d'accueil officiel, donc aujourd'hui le préfet n'intervient pas. Donc il peut y avoir quoi que ce soit, le préfet n'interviendra pas. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'installation sur le domaine privé, là il y a nécessité que le propriétaire, donc ce que disait Gilbert, dépose plainte. Donc un référé est ensuite envoyé donc, au procureur de la République qui transmet ensuite au préfet qui lui à ce moment-là donc prendra un arrêté d'expulsion. Donc c'est des procédures qui sont quand même assez longues, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça prend du temps. Donc souvent les gens du voyage jouent un petit peu sur ces délais, c'est-à-dire qu'ils essayent de rester au maximum jusqu'à ce qu'on les informe qu'il y a une procédure qui est en cours et qui vont être logés par la force publique, hein, entre parenthèses. Donc du coup, à ce moment-là, ils partent plus facilement. Mais quand ils savent qu'il n'y a pas de recours qui a été fait par le dépôt de plainte, il n'y a pas de moyen de les faire partir. Hein. Après, c'est de la négociation, il faut être... Si on coupe l'eau et l'électricité. Ouais, bon, enfin, c'est pas...
c'est souvent des bandes qui servent pas que pour eux. Donc, si elles sont là, c'est qu'elles servent pour quelqu'un. Donc, c'est un peu gênant. Donc voilà, donc c'est des procédures très compliquées. Donc après, c'est bien entendu passer l'information. C'est ce qui s'est passé un petit peu sur le boulevard Ampère, à savoir que la solution pour les propriétaires, c'est lorsque le terrain n'est pas utilisé, c'est de le labourer. Faire des tranchées, c'est pas suffisant parce que ils ont des moyens pour passer par-dessus, ça c'est pas un problème. Par contre, quand le terrain est labouré, donc là, il s'installe beaucoup moins facilement, mais voire pas du tout. Donc c'est le conseil qu'on a donné. On l'avait donné déjà aux première installation. Bon, ils en ont pas vraiment tenu compte, donc il y a eu une deuxième installation au mois d'août. Oui, c'est ça, j'ai bien entendu. Ils sont restés quand même 3 semaines. Ils sont restés 3 semaines. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu trop de retour des riverains par rapport à des problématiques. Donc, c'est dans ce cas-là, c'est tant mieux. On a pu aussi négocier pour qu'ils participent financièrement, donc à la fois sur l'électricité, l'eau, etc. Donc, c'est des sommes qui ont été reversées au CCAS, puisque nous, on ne pouvait pas faire de mesures pour mandater quelque chose de particulier. Puis bon, je pense que là, ça aurait pris des délais beaucoup trop longs. Donc voilà, donc, c'était dans la négociation avec de l'argent liquide, c'était compliqué. On a fait des reçus quand même, des reçus ont été faits à chaque fois que la négociation a fait des reçus. La politique de la CCBD sur l'accueil des gens du voyage, c'est laquelle? C'est de laisser de pas avoir de terrain et de laisser. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a un plan départemental d'aire d'accueil. Donc, en particulier sur la CCBD, il va y avoir une aire d'accueil de grand passage, donc assez grande. Aujourd'hui, la difficulté est de trouver le terrain, la commune et les terrains pour accueillir cette aire de grand passage. Parce que je crois, de mémoire, si je me souviens bien, je crois qu'il faudrait, pour cette terre, il faudrait qu'elle fasse à peu près 5 hectares. Pour qu'elle soit considérée de grand passage. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de communes qui sont prêtes à apporter. Voilà. Alors, par contre, on sait que l'État est propriétaire d'un certain nombre de terrains qui pourraient très bien mettre à disposition d'un comité de communes pour pouvoir installer cette. Mais militaire. Apparemment, ça n'a pas l'air de trop aller dans ce sens-là où on met à disposition des terrains d'État qui pourraient être utilisés pour ça. Si je comprends bien la strate, en fait, c'est un plan qui est lié au département, c'est les communautés de communes qui doivent les mettre en œuvre et c'est les communes qui se retrouvent avec les désagréments en attendant. C'est ça. Même des communes comme la Lisette, disons, il y a une dernière d'accueil qui est entre Pont-Cherny et Charlieu. Elle est tellement petite, de toute façon, quand elle est occupée, il n'y a plus personne d'autre peut s'installer. Hein. Donc voilà, c'est toujours des choses compliquées, mais bon, on essaye de faire pour le mieux à chaque fois. C'est pas facile. C'est bon. D'autres points? Oui. Philippe? Simplement, la saison a repris, la saison théâtrale et musicale. Je touche du bois pour qu'elle puisse se terminer correctement. Donc ça, c'est intéressant. Donc le prochain spectacle, c'est le 8. Pour ceux qui seraient disponibles, je vous invite à y aller. Les deux premiers, donc une pièce de théâtre et puis un concert. Donc bon, c'est un petit peu le marasme général, c'est-à-dire qu'en discutant avec les professionnels, qu'ils soient techniciens ou artistes, la difficulté aujourd'hui à remplir les salles, elle existe un petit peu partout, même pour quand on a des noms un petit peu connus, donc c'est compliqué. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une réhabituation des gens à aller vers les salles de spectacle. Donc voilà, ça va arriver. En tout cas, les deux premiers spectacles étaient de grande qualité. Hein. Franchement, il faut que les gens comprennent qu'il y a on n'a plus de mesures de sécurité autres que le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus de jauge, on n'a plus de on a le masque. Donc voilà, ça va venir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le week-end dernier, on a
oui, on a participé parce qu'on a été sollicité par la famille Levicki au mois de mai-juin, je crois, sur la possibilité pour eux d'organiser une manifestation culturelle à double détente. D'abord dans l'ancienne maison de la famille dans la maison actuelle, mais l'ancienne maison de la famille Levicki. Et puis dans la commune, donc on avait dit que c'était quelque chose qui était intéressant et ça s'est passé pour au moment des journées de patrimoine. Donc la famille Levicki a ouvert l'ensemble de la maison et du parc au public avec l'exposition de toutes les toiles de peinture qui sont retrouvées. En mémoire, je sais plus si c'est 500 ou 600, mais 1500, voilà. Donc un nombre de toiles considérable. On aura proposé donc d'avoir l'exposition des toiles que vous avez ici à la mairie. Donc ça a été, le vernissage a été vendredi et on a acté que pour les journées du patrimoine de façon maintenant régulière, on fera une manifestation culturelle dans ce qui restera du patrimoine Levicki, c'est-à-dire l'ancien atelier et la chapelle, puisqu'ils vont découper le terrain, mais du coup, il y aura toujours cette particularité, ce qui permettra de faire quelque chose de culturel à partir des toiles d'André Levicki, mais on pourra y associer d'autres artistes, et donc voilà, ça fera un embryon de vie culturelle dans le Marais. Voilà. Je peux juste me permettre, par rapport à la salle du Triolet, est-ce qu'il est envisagé d'avoir une autre communication pour justement les spectacles qui ont lieu? Parce qu'on est obligé d'aller sur le site de la mairie pour après voir les billetteries qui sont proposées. Et je trouve ça quelque part un peu dommage qu'il n'y ait pas un site ou une page Facebook ou quelque chose d'autre qui soit consacré que à la salle du Triolet, qui permettrait de faire fructifier autrement les spectacles qui y sont. C'est quelque chose de spécifique au niveau des réseaux. Oui. Parce que c'est vrai que quand, si on ne va pas sur le site de la mairie, il n'y a rien d'autre qui dit voilà, il y a tel ou tel spectacle. Ah oui, les habitants permettrait d'avoir peut-être plus de visibilité par rapport au spectacle. On va en discuter en commission culture, mais pourquoi pas. Oui, il faut voir les conditions, mais oui. Après, une page Facebook, ça n'engage à rien. C'est vrai que on a vu le spectacle de Joseph Chinique qui est passé sur Panneau Pocket, ce qui a permis aussi de faire un peu plus parler. Mais si on n'a pas le livret, si on ne va pas sur le site de la mairie, on ne voit pas ce qui se passe vraiment. En fait, on a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a aussi un affichage. Oui, il y a l'affichage aussi, ouais. Mais après, je pense que d'autres communications pourraient parler. C'est certain qu'il faut diversifier les moyens de communication, c'est certain. Et par contre, sur le Triolet, ce grand mur là, blanc, on ne peut pas avoir des grandes affiches pour pouvoir y afficher sur ce grand mur qui est vide, ou dans le Triolet. Oui, dehors, à l'extérieur. Dehors. Mais là, je dis en photo. Non, des grandes pages d'exposition de la scène. Oui, mais ça ne se voit pas trop. Ouais. Mais il y a, c'est surtout qu'il n'y a que les parents qui emmènent la musique, etc. C'est pas si mal. Oui, c'est pas mal. Il pourrait y avoir. J'ai noté qu'on avait cette. On se fera la prochaine fois, le moyen d'autres ensemble. Quel moyen de communication autre on pourrait trouver que ce qu'on appelle pour le fait. Très bien, moi je l'ai fait. D'autres sujets? Alors juste tout à l'heure, on en a parlé par rapport au conseil de quartier. Donc juste pour redire que demain, donc il y a le conseil de quartier de la Plaine à 20h. Jeudi, il y aura celui du Gambo. Celui du Centre-Bourg, ce sera lundi prochain, lundi 4. Et celui de Jamisieux, le 11 octobre. Les invitations sont parties. Moi, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Allez. Juste quelques mots sur le civil de la gendarmerie. Ça avance doucement.
je vous avais dit qu'on avait pris la décision, en fait, les membres de la gendarmerie, du civil de la gendarmerie, on avait pris la décision d'agrandir, en fait, l'accueil et l'accessibilité, ainsi que de faire 3 logements supplémentaires. Donc là, en fait, là, il y a un mois, on a rencontré, en fait, l'AMO, le maître d'ouvrage. Donc, ils ont visité les locaux de la gendarmerie, ils ont fait, en fait, des données techniques, et on attend, je crois, on a une réunion le 11, ils vont nous donner, en fait, un chiffrage pour la poursuite des travaux qui vont se faire, mais apparemment c'est un projet sur plusieurs années. Voilà, c'est juste quelques petits mots. C'est super bon. C'est un beau projet. Ok, donc moi je vais vous évoquer donc, un sujet qui fait beaucoup téléphoné, je veux dire. Donc c'est les travaux sur la rue de Bourgoin, donc qui ont commencé, donc ils avaient déjà commencé sur le chemin du Vignon, donc concernant le refoulement depuis la station de relevage jusqu'à la rue de Bourgoin. Donc ça s'est passé sans trop de difficultés parce que ça concernait essentiellement les riverains. Par contre, donc mercredi dernier, donc on commençait les travaux sur la rue de Bourgoin proprement dite. Nicolas et moi qui avons assisté aux réunions de chantier, donc on avait plutôt axé sur une façon de présenter ces travaux, en tout cas, et ça n'a pas forcément été bien entendu et bien retenu. Donc du coup, l'option rue barrée qui devait nécessiter quand même une information de haute qualité, parce que c'est quand même quelque chose d'important quand on barre une rue, de pouvoir en tout cas faire un délestage qui soit de qualité. L'entreprise n'a pas été à la hauteur sur, en tout cas, puisque c'est elle qui s'est occupée de ça sur les ordres de la CCBD, puisque là c'est la CCBD qui est maître d'ouvrage, hein, c'est pas la commune. Donc du coup, les informations qui étaient passées à l'entreprise n'ont pas été vraiment suivies. Donc l'entreprise n'a pas fait une signalisation digne de ce nom, qui ont engendré quand même un certain nombre de désagréments pour tout le monde, à la fois pour les riverains, mais aussi pour les automobilistes. À savoir que nous, de notre côté, on avait aussi demandé de nous informer de manière assez anticipée sur le début de ces travaux rue de Bourgoin. Or, on est arrivé à une réunion de chantier un mercredi, et on nous dit les travaux commencent lundi. Alors on a dit, attendez, on avait demandé de l'anticipation. L'anticipation, c'est pas chez nous, c'est pas 3 jours. Hein. Donc on a dû réussi à dire, bon, ce sera mercredi prochain, mais n'empêche qu'eux-mêmes n'étaient pas prêts, manifestement, pour que les travaux commencent dès le mercredi sur cette voie-là. Donc suite aux problématiques, vendredi matin, j'ai pris un nouvel arrêté de circulation, donc qui suspendait le fonctionnement d'une rue barrée et qu'on passait en alternat, donc au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont fait une tranchée tout le long, enfin pourquoi ils ont décapé tout le long. En fait, c'est des outils, des machines-outils qui coûtent très très cher. Donc du coup, quand ils l'ont, ils l'utilisent sur la totalité du chantier qu'ils vont avoir mené. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont effectivement défoncé la chaussée sur toute la longueur de la rue de Bourgoin, sur toute la longueur des travaux qui vont être faits. Donc voilà, aujourd'hui, donc on est sur un alternat. Donc ça devrait fonctionner normalement mieux, puisque on va plus qu'à attendre derrière un feu. On a des réunions de chantier demain matin, donc on va remettre les choses au point avec l'entreprise, en tout cas. Bon, cette entreprise, on avait déjà eu quelques désagréments sur la rue de la Bourbe, vous avez entre autres assez de canalisation de gaz, donc il n'y a pas eu de gros problèmes, heureusement. Donc voilà, donc on était déjà un peu sceptiques sur ces entreprises, donc finalement le scepticisme se révèle exact, parce que du coup on était reparti un peu avec les mêmes problèmes de gestion. Donc voilà, on espère juste qu'ils ne feront pas comme sur la rue de la Bourse, c'est-à-dire venir travailler une semaine et puis ne plus revenir pendant 15 jours. Voilà, donc là en tout cas, donc, on espère qu'ils tiendront les délais qui ont été invoqués, parce que je rappelle qu'il y avait un délai à partir du début de juillet jusqu'à un délai de 28 semaines. Donc ça reportait quasiment à la fin de l'année. Voilà. Donc, on va faire en sorte que ces délais soient respectés pour que nous ensuite on puisse engager les travaux d'aménagement. Donc
déjà avec l'enfouissement des réseaux secs, et puis ensuite avec l'aménagement proprement dit de la rue. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des points, Un point sur le fait qu'on suit de près la desserte de tous les commerces qui se trouvent au carrefour. Et voilà, c'est une demande forte de la part de ces commerces que ces travaux ne pénalisent pas le flux client, et notamment le flux pour cette fin d'année. Donc, on soit vigilant pour faire en sorte à ce qu'il y ait toujours une desserte, toujours une signalisation, toujours un accès à ces commerces et qu'ils puissent continuer de vivre malgré les travaux, que ce soit pas justement, que ça leur incombe pas, que ça n'induit pas pour eux problématique. Logiquement, avec l'alternat, je pense que c'est mieux avec l'alternat, effectivement. Après, ça va être la durée des travaux et puis surtout cette fin d'année. On doit aussi faire en sorte à ce que les commerces soient accessibles. On sait que les travaux ils ont forcément des incidences, quelles qu'elles soient. Moi, j'ai discuté encore que ce matin avec un des adjoints du Villette Danton où il y a des travaux aussi. Bon, ils ont aussi les commerçants qui sont. Oui, bien sûr, c'est impact. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a une perte de. Même ils comprennent les travaux, c'est juste de dire voilà, qu'on doit veiller à ce qu'à la fin de l'année, tout se passe bien pour qu'il y ait toujours une activité de fin d'année qui soit présente. Chavagneux, c'est pareil. Chavagneux, bon aussi, c'est des principes impactés de la même façon. Ça, c'est un peu le lot, et là, quand on fait des travaux d'envergure, ça a forcément des désagréments pour tout le monde. Donc, quand c'est juste un désagrément où il faut aller attendre derrière un feu, ou alors il faut prendre une boîte de lestage, je veux dire, c'est un désagrément mineur, à mon avis. Si, effectivement, les pertes d'activité, ça, c'est un autre problème. C'est plus grave. D'autres points? Bon, le vélo. Un petit retour sur oui, un gros retour. Sur la première édition de VA Vélo qui s'est déroulée en septembre, étant donné qu'en mai dernier, on était encore des contraintes sanitaires fortes. Donc, une bonne participation, une météo qui finalement a été meilleure que ce qui était prévu. Donc, on a dénombré un peu plus de 200 participants, alors pas que des vélos, parce que c'était vraiment l'objectif de fermer un circuit de 4 km donc entre Jamézieux et Tignieux, de façon à ce que tous les modes doux puissent profiter de la belle campagne entre les deux hameaux de Tignieux-Jamézieux. Voilà, donc beaucoup de vélos, des marcheurs aussi en grand nombre, des trottinettes, un cheval aussi, paraît-il. Et voilà, donc cette opération sera rééditée l'année prochaine, donc avec des animations complémentaires. Et j'espère que pour l'année prochaine, elle aura lieu au mois de mai. Parce que ça se fait dans le cadre d'une opération nationale, mais à vélo, donc qui a été installée par le gouvernement en septembre 2020. Voilà. Pour rester dans le vélo aussi, il y a eu une semaine, c'était 10 jours, on va dire. Donc l'expérience Garona aussi, qui était aussi une réussite. J'ai participé, voilà. La version sportive, on va dire. Grand modèle. La version sportive. Donc voilà, ça a été aussi une réussite, bon, par rapport à ce qui était proposé, ça a bien fonctionné. Ça ne demande qu'à effectivement ce secteur. Donc se pérenniser, à la fois se pérenniser, puis aussi avoir beaucoup plus d'accueil de la part de la population. Mais c'est en tout cas des expériences qui sont intéressantes, qui vont dans le fait plutôt du développement durable, c'est-à-dire on peut très bien circuler autrement qu'en voiture, et puis profiter aussi de tous les aspects positifs du territoire, puisque c'est aussi un point fort d'attraction au niveau touristique. Il faut le redire, les voies vertes en général sont des pourvoyeurs de touristes. Donc, c'est indéniable. Moi, j'en ai fait un petit peu en France et aussi à l'étranger, et souvent c'est difficile de trouver des chambres d'hôtes proximité de voies vertes. Donc l'objectif effectivement de Garona Expérience c'était de mieux faire connaître la Garona sur notre territoire, mais également au niveau national, et attirer des touristes complémentaires, améliorer l'offre de services, mieux faire connaître aussi le patrimoine, les richesses de notre territoire,
et améliorer aussi l'hébergement, parce qu'aujourd'hui il manque d'hébergement touristique sur la CCBD, donc il y a aussi un enjeu d'améliorer Ce qui était intéressant, je fais un petit peu le retour de la vice-présidente de tourisme à la CCBD qui a rencontré justement dimanche dernier tous les élus de la métropole lyonnaise donc, qui participaient donc, activement donc, à ce projet Expérience Virona. Donc le gros regret aujourd'hui de tous ces acteurs, c'est effectivement le manque qu'il y a au niveau de la Lisette, il faut le dire très clairement, hein, de continuité au niveau de la Virona. Donc aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui se partent à Chavano, enfin sortent de Saint-Romain, Chavano, et qui ne savent plus trop quoi faire et comment faire, et en plus avec en restant sur les routes qu'on leur propose, qui sont des routes assez circulantes. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, ça reste un point noir sur la Virona. On ne désespère pas que j'ai entendu que le département était prêt à accompagner un éventuel projet sur le territoire de la Lisette. Donc on va dire que je ne le souhaite pas. C'est chiffre à 2 millions d'euros. L'aménagement sur l'ISET, donc avec 70% des financements qui sont trouvés qui manquent 30%. Okay. D'autres sujets, d'autres points? C'est bon, on a fait le tour. Je vous fais une lecture alors du calendrier rapidement. Alors, donc, je prends le calendrier, donc nous sommes le 28. Alors, donc, jeudi, j'ai une conférence des maires donc, avec un sujet que tu as évoqué, Gilbert, tout à l'heure, puisque le sujet, ça sera quelle orientation stratégique pour les déchets dans le projet de territoire. Voilà. Donc, intéressant. C'est à Marseille. Ensuite, samedi, il y a un mariage. Oui. Moi, par contre, je serai donc à la cérémonie à la stèle de l'armée d'Arménie à Pont-de-Chéruy. Dimanche 3, il y a le cross de la locomotive. Je ne parle pas des conseils de quartier, hein, puisque ça a déjà été évoqué. Le dimanche 3, donc, on a le cross de la locomotive. Donc, tous ceux qui veulent courir, c'est 9h le premier départ. C'est ça? Non. Pour les vrais sportifs, c'est quand? C'est 9h, c'est le dernier? Non, c'est 9h. 9h, c'est les plus grands. Les lourds. Les vrais coureurs. Les plus longs. Les plus endurants. Il n'y a pas de vrai coureur. Des courageux. Lundi 4, donc il y a un bureau communautaire, bureau municipal. Mardi 5, donc on a une réunion qui est organisée par le TE 38 au Triolet. Ouais. Le sujet, tu le rappelles, Gilbert? C'est organiser, réduire sa facture énergétique. Voilà. Pour les collectivités territoriales. Hein. Bien sûr. Pour les particuliers, c'est pas bien. On est bien si on peut le transposer après pour les particuliers. 5. Non mais l'énergie, c'est vraiment pas revenir dessus, mais ça devient de plus en plus cher, très très cher. C'est un truc de Triolet, c'est un truc. Attends, je crois que c'est que les maires. C'est ça, 7h30. C'est que les maires. Les maires et délégués. Délégués du T38. Ah, ils sont entre nous. Hein. Ah oui, c'est ça, ce mélange-là. Jeudi 7, il y a une conférence territoriale donc, avec le département. Ça, c'est pour les projets. Samedi 9, donc on a mariage. Le 8, il y a le concert. Oui, il y a le concert, le 8, pardon. Je ne lisais pas dans le journal le concert. Lundi 11, donc bureau municipal. Samedi 9, il y a aussi pour les trails et les moules frites des écoles, je crois. D'accord. Moi, je suis dans Oui, sous des écoles, organise le 9 au Préau-Lettra sa traditionnelle vente de moules frites, voilà, au profit. C'est ça. Donc lundi 11, bureau municipal. Le mardi 12, je rencontre le nouveau chef de corps de la caserne de Pont-de-Chéruy, donc le lieutenant Crépin.
Le mardi 12, on a la commission d'urbanisme. Le conseil des aînés. Ouais, ce que je veux dire, il y a l'installation du conseil des aînés aussi. Voilà, le 12. Le 12 le soir. Oui, 18h30 en mairie. 18h30. Ok. Ensuite, le jeudi 14, on a le conseil communautaire. Le 13, il y a la vente de brioche à J'allais le Galie. dire, le 13, il y a la vente de brioche de Galie. J'ai pas le calendrier, faut que tu m'envoies le calendrier. Je l'ai envoyé. Donc tu fais les manifestations. Le samedi 16, le vendredi 15, il n'y a pas de manifestation. Le conseil communautaire, Non, c'est le 14. 14. Le samedi 16, il y a le congrès des maires donc à Grenoble. Et il y a les soupes à Galie. Festival des soupes de Galie. Festival des soupes de Galie. Au jardin. Ouais. Lundi 18, il y a le bureau communautaire et donc le bureau municipal le soir. On a la commission éducation aussi à 18h30, le 18, en même temps que oui. On n'a pas pu la décaler autre part par rapport à Stéphanie. Ensuite, moi je passe au jeudi 21, il y a le conseil syndical au Saint-Maur. Et donc le prochain conseil municipal donc, qui est programmé, sauf changement, le vendredi 22 octobre. C'est la commission scolaire que j'ai vu là-dedans. C'est ça, commission scolaire. Et je donne comme information pour les délégués communautaires, il se peut qu'il y ait un séminaire donc, de travail de la communauté de commune le samedi 23 le matin. Donc c'est à confirmer ça. Mettez-le peut-être avec un point d'interrogation sur votre agenda, puisque vous aurez peut-être une confirmation sous peu. Voilà. Il est 20h45, je lève la séance et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. La séance est levée. Oui, je peux parler. Je voulais répondre à la dame. Pardon? Oui. Ah, d'accord. Par rapport au triolet. Si le journal, la correspondance dont vous avez donné, je suis allée à la session de présentation, le programme est diffusé complet, donc on sait tout ce qui se passe depuis le début jusqu'à la fin. Mais maintenant, j'ai obtenu de ma chef de TV là-haut, à chaque manifestation, ça sera annoncé une semaine avant. D'accord, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Merci, Marie. Si vous avez des bonnes nouvelles comme ça. Comment? Si vous avez d'autres bonnes nouvelles comme ça. Si on dit fait, c'est